Je vous rappelle que lorsque vous souhaitez... Alors, bienvenue pour cette nouvelle séance du Conseil municipal. Avant de démarrer, je souhaite vous signaler qu'il y a 2 points de l'ordre du jour que nous retirons, qui ne sont pas prêts, qui sont la signature de la convention avec l'ALEC pour le contrat en économie partagée et donc la demande de subvention avec le PNR sur l'adhésion à ce programme. Les discussions continuent avec l'ALEC pour pouvoir nous assurer de l'ensemble du travail qui peut être fourni par l'ALEC. Je vais donc maintenant faire l'appel. Bertrand Houillon présent. Frédéric Dulac va nous rejoindre et en attendant a donné procuration à Tristan Jacques. Tristan Jacques. Laurence Renard, absente pouvoir à Charles Renard. Roberto Drapron. Émilie Stella, absente pouvoir à Eliane Goliot. Arnaud Boutier. Magali Douce. Jean Tancerel. Eliane Goliot. Brigitte Boucher, absente pouvoir à Fabienne Belin. Denis Guyard. Raymond Bescot, absent pouvoir à Arnaud Boutier. Yolande Grosbon. Fabienne Belin. Patrick Marquet. Guéry Gondeillère, absente pouvoir à Roberto Drapron. Denis Vergniaud. Slimane Mohala. Christelle Guillard, absente pouvoir à Slimane Mohala. Marie-Pierre Striolo, absente pouvoir à Denis Guyard. Salem Labrague. Charles Renard. Nicolas Largès. Jean-Luc Fargier. Thérèse Malem, absente pouvoir à Lionel Lindemann. Lionel Lindemann. Caroline Lignoux. Isabelle Salomé. Donc le quorum est atteint. Je vais vous demander qui accepterait d'être secrétaire de séance. Magali Douce. Pas d'autres candidats. Merci Magali. Le premier point à l'ordre du jour donc, concerne l'approbation du compte-rendu du conseil municipal du 13 décembre. Je n'ai pas reçu de remarques. Y a-t-il des remarques? Pas de remarques. Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Abstention? Refus de vote? Unanimité, merci. Ensuite, ça concerne une mise à jour des effectifs suite à des départs et des arrivées ou futures arrivées. Ça concerne 3 postes en adjoint technique, l'un en principal première classe, l'autre en principal deuxième classe, qui sont donc à supprimer, et la création au pendant de 3 postes d'adjoint technique. Et ensuite, un passage à temps complet pour un poste d'adjoint technique principal deuxième classe qui était auparavant à 80% à la demande de l'agent et qui repasse donc à temps complet. Y a-t-il des questions ou des remarques? Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Abstention? Refus de vote? Unanimité?
Ensuite, donc, une nouveauté qui concerne donc la tenue d'un débat sur la protection sociale complémentaire. Donc c'est une ordonnance de 2021 qui nous demande aux collectivités territoriales donc d'organiser ce débat sur les garanties accordées aux agents en matière de protection sociale complémentaire dans un délai d'1 an à compter de la publication de la précédente ordonnance. Ce que nous faisons donc ce soir, sachant que vous avez reçu donc le rapport d'orientation sur la protection sociale complémentaire, que je peux vous résumer en quelques mots. Nous passons donc par le centre interdépartemental de gestion dans le cadre de notre contrat pour la mutuelle santé. Depuis longtemps, nous avons une participation, avant que la loi n'y oblige, une participation donc de la collectivité en fonction des salaires des agents, donc avec une participation qui évolue entre 20 € et 5 € en fonction de l'évolution des salaires. Aujourd'hui, nous avons 52 agents qui reçoivent une participation de la commune. Donc ça veut dire qu'il y en a d'autres aussi qui ne perçoivent pas la participation de la commune, mais qui y sont aussi également adhérents. Et puis concernant la partie prévoyance, nous avions un contrat collectif avec un tarif qui était très avantageux, qui n'a pas été renouvelé à la demande en fait de l'entreprise de prévoyance. Et du coup aujourd'hui nous attendons qu'il y ait le renouvellement avec le CIG pour pouvoir intégrer l'appel d'offres global du CIG pour pouvoir donc retrouver un contrat collectif. Et en attendant, donc, un certain nombre des agents qui étaient concernés sont sur des contrats individuels, pas tous, mais c'est en fonction des souhaits qu'ils ont pu avoir depuis. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous signaler par rapport à ce rapport sur la prévoyance, sur la mutuelle santé, donc sur la protection sociale complémentaire de nos agents. Si vous avez des questions et si je peux y répondre, parce qu'après il y a des éléments qui restent techniques, mais vous avez eu un ensemble d'informations dans le rapport qui est joint. Alors si vous avez d'autres questions par la suite, n'hésitez pas à prendre contact avec le service ressources humaines, qui pourra aussi vous accompagner et vous expliquer un petit peu toutes les démarches et les actions qui sont menées dans ce cadre-là. Et nous devons donc considérer que le débat donc, a eu lieu et prendre acte de la tenue du débat. Voilà. Qui ne prend pas part au vote. Abstention. Contre. Unanimité. Merci. Alors ensuite, ça concerne les vacations pour les les vacations. Il y a eu une augmentation du SMIC au 1er janvier 2022. Donc le SMIC qui est passé à 10,57 €. Nous avions fixé l'an passé, lorsque le SMIC était passé à 10,25, un tarif horaire brut à 10,50. Et aujourd'hui, pour pouvoir se mettre en conformité et être au-dessus du SMIC comme c'était le cas auparavant, nous proposons donc une évolution du taux de vacation du tarif horaire brut pour le passer donc de 10,50 à 11 €. Y a-t-il des questions ou des remarques ? Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Abstention? Refus de vote? Unanimité, merci. Maintenant, je vais laisser la parole à Tristan Jacques, notre adjoint aux finances et au développement économique, qui va démarrer le débat d'orientation budgétaire par le rapport d'orientation budgétaire. Je vous propose donc de lui laisser la parole pour l'ensemble de la présentation et ensuite nous aurons une discussion sur ces éléments.
Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. C'est le moment que vous attendez tous ce soir. Donc, le rapport d'orientation budgétaire. S'il y a des éléments techniques qui vous font défaut, que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à m'interrompre. J'essaierai d'y répondre pour ne pas vous perdre. En tout cas, je vais tenter d'être le plus pédagogique possible. Comme vous le savez, le débat d'orientation budgétaire, c'est un élément qui est très formel. Le législateur nous oblige d'avoir ce débat et vous présenter un rapport et structure ce débat sous trois axes. L'axe premier axe, c'est le contexte national 2022 qu'il faut présenter, la situation financière de la commune et en dernière partie les hypothèses de construction du budget. Donc c'est dans ce cadre très contraint qu'on va essayer de donner quelques éléments de contexte budgétaire. Le premier, vous le savez, on est dans une crise sanitaire. On a cependant une croissance qui est importante, puisque du coup on a eu des déficits de croissance les années précédentes. Un déficit prévisionnel de l'État à plus de 5% et une dette publique prévisionnelle fin 2022 qui dépasse les 114%. On a également une inflation, on ne va pas débattre des montants de l'inflation, mais qui est très conséquente, comme vous le savez, en fonction des indices qui peuvent varier entre 3 et 5%. Au niveau des lois de finances que le législateur a voté fin 2022, une des lois qui va impacter notre collectivité, c'est la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives des bases d'imposition. Elle s'établit avec l'IPCH, l'indice des prix à la consommation harmonisé. Et du coup, c'est celui de novembre 2021 qui a été retenu. Donc 3,4%, c'est ce qui va impacter, le taux qui va impacter nos bases locatives sur lesquelles sont appliqués des taux. Au niveau de la situation financière de la commune, on est en crise Covid, ça vous le savez, ça impacte fortement nos services. Si on prend chapitre par chapitre, donc fonctionnement, investissement, recettes, dépenses, au niveau des recettes de fonctionnement, en 2021, les recettes liées aux services de restauration ont fortement augmenté puisqu'elles avaient vraiment largement chuté en 2020. Donc on a un léger rattrapage, mais on n'a toujours pas retrouvé globalement le niveau de recettes de services publics que l'on avait avant crise. Donc comme vous le voyez sur le graphique qu'on projette, en 2019 avant crise, on était à peu près à 13,8 millions de recettes de fonctionnement. En 2020, on est tombé à 13 millions, donc près de 800 000 euros de moins. Et là, on a réussi à remonter, donc ça c'est hors inflation, à 13,5 millions versus les 13,8 millions de 2019. On est toujours sur des prévisions, puisque comme vous le savez, on n'a pas encore fait le compte administratif que l'on fera fin mars. Heureusement, ces baisses de recettes dues au confinement ont été plus que contrebalancées entre guillemets par des recettes exceptionnelles liées notamment aux droits de mutation, on atteint fin 2021 près de 700 000 euros de droits de mutation. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent habiter à Manilao et on s'en félicite, et du coup ça a un impact positif sur nos finances puisqu'on était plutôt aux alentours de 300-400 000 euros dans les années précédentes, et là on arrive à des chiffres très très conséquents. Si on regarde nos recettes réelles de fonctionnement, on se rend compte qu'avant crise on était à 1 421 euros par habitant. En 2020 on a atterri à 1 367 euros par habitant. Pourquoi 2020 ? Ça permet de se comparer par rapport aux autres collectivités, puisqu'on a reçu les chiffres des autres collectivités de l'agglomération, et ça nous permet de nous comparer pour voir comment on évolue par rapport à nos pairs. Et on se rend compte que notre commune a des recettes qui sont vraiment dans la moyenne un peu moins, puisque la moyenne de l'agglomération est à 1 438 euros par habitant. Bon alors là, pas de surprise, ça fait des années que c'est comme ça et on va continuer comme ça pendant pas mal de temps. Enfin, en tout cas, j'espère pas après les prochaines élections, mais c'est probable, s'il n'y a pas de changement de majorité, qu'on continue dans cette voie. Nous avons des dotations qui sont en baisse, puisque en 2020, nous avions, alors
On a des dotations globales de fonctionnement et une dotation de solidarité rurale qui est due à notre caractère rural, puisqu'on est à moins de 10 000 habitants et on a beaucoup d'espaces verts. Du coup, on a le droit à une dotation de solidarité rurale qui, elle, est plutôt stable, hein, voire en légère augmentation. Mais par contre, comme vous le voyez, on a encore des écrêtements d'année en année. De 2020, on est passé de 353 000 à 262 000 euros de dotation globale. Pour rappel, en 2014, on était à 1,6 million. Et les dotations baissent, mais les ponctions de l'État continuent d'augmenter, puisque du coup, on a un FSRIF qui continue d'être à peu près stable, hein, 160, 192, 176, 131. Et par contre, on a un SPIC qui était avant porté au niveau de l'agglomération, et le législateur a souhaité que les collectivités territoriales qui sont normalement assujetties au SPIC payent aussi directement. Du coup, on avait un SPIC à 37 000 euros en 2020, 75 000 euros en 2021, donc une ponction complémentaire sur nos recettes. Si on fait le cumul de tout ça, on a une dotation globale de l'État moins les ponctions qui correspond à 157 000 euros de recettes pour financer les services que l'on produit auprès des Manicouas, ce qui est totalement ridicule. À propos toujours dans nos recettes de fonctionnement, ce qui est présenté dans cette slide, c'est les bases fiscales. Donc la fiscalité, c'est des bases, donc c'est la valeur locative des logements sur lesquels on applique un taux de fiscalité. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir les bases moyennes par habitant. Et on se rend compte à Manille-les-Hameaux que, encore une fois, on est un peu dans la moyenne basse, puisqu'on a des valeurs locatives à 1 961 euros par habitant versus un 2097 dans la moyenne de l'agglomération. Ce qui veut dire, c'est qu'on a des bases relativement faibles par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'un même point d'imposition n'a pas le même impact financier pour les différentes collectivités. Au niveau des dépenses, comme vous l'avez vu précédemment, on a des dépenses qui sont mesurées, puisqu'on est encore une fois en dessous de la moyenne de l'agglomération, à 1 342 euros pour la moyenne, 1 263 pour la commune. Ces dépenses réelles de fonctionnement, je vous l'ai dit précédemment, on a dû annuler beaucoup de choses en 2019, en 2020. On a continué d'annuler beaucoup d'événements et d'activités en 2021. Et ça se ressent sur le graphique que vous voyez à l'écran, puisque nous n'avons toujours pas remonté, entre guillemets, notre niveau d'activité. Et ça se ressent dans les dépenses, forcément, puisque en 2020, ça a fortement chuté. Ça a réaugmenté en 2021, mais clairement pas au niveau de 2019. Au niveau des dépenses de personnel, là encore, on est vraiment dans une moyenne, une moyenne, je peux pas vous dire autre chose, 859 euros par habitant par rapport à 869 euros pour notre commune. On est vraiment dans des taux qui sont totalement acceptables. Alors, l'épargne, comme vous le savez, l'investissement est financé par plusieurs biais. Principal biais, c'est l'épargne, donc l'autofinancement, hein, c'est l'argent que vous arrivez à dégager tous les mois quand vous avez fait le différentiel entre vos dépenses et vos recettes. Pour une collectivité, c'est pareil, on met de l'argent de côté pour investir et financer nos investissements. Les investissements sont aussi financés par le fonds de concours de la TVA, c'est-à-dire c'est l'État qui nous rembourse une partie de la TVA que l'on a déboursée sur nos investissements précédents pour nous inciter à continuer à investir. Et il y a bien sûr les taxes d'urbanisme et également des emprunts qui permettent de financer les investissements. Et bien évidemment les subventions, les services bataillent de tout le temps, à chaque minute, pour aller chercher des subventions pour financer l'ensemble de nos investissements tout au long du dernier mandat et de ce mandat actuel. Donc, au niveau du comportement de l'épargne, on note qu'on avait réussi à avoir un niveau d'épargne en 2015-2016 qui était relativement bon et qui nous a permis, au cours du dernier mandat, d'investir de manière relativement bonne, puisqu'on était à plus de 12 millions d'euros sur le mandat en investissement. Et depuis 2017-2018, on est sur des montants d'épargne qui sont en légère baisse. 2020 étant honnêtement une anomalie, puisque du coup c'est dû au Covid. Hein.
on a eu des belles surprises dues au Covid puisqu'on avait moins de dépenses et donc du coup on a réussi à avoir un épargne plus conséquent. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que un épargne d'une strate d'une ville de notre strate, on est plutôt normalement autour d'1 million d'euros d'épargne tous les ans. La bonne chose, c'est que nous avons une dette qui est totalement maîtrisée. Au 31/12/2021, nous avions à peu près 3 millions d'euros d'encours de dette, ce qui est relativement faible au vu de la taille de notre collectivité. Il y a à peu près 7 emprunts qui ont été souscrits par la collectivité auprès de 2 prêteurs, donc la Caisse des dépôts et le Crédit Agricole, 52% en taux fixe et 47%, 48% en taux révisable, donc un taux qui évolue en fonction du livret A. Donc pas de bol, pour une fois, il augmente un petit peu, mais honnêtement, on est vraiment sur des montants qui sont dérisoires en termes d'intérêt. Voilà, donc la bonne nouvelle, c'est qu'on a une capacité de désendettement qui est relativement bonne. On est à peu près à 2,59 années de taux désendettement, c'est-à-dire que si on consacre l'ensemble de notre épargne en 2 ans, 2,59 années, on arrive à rembourser l'ensemble de nos emprunts. Sur les communes de même strate, on est à peu près à 4,2 et le maximum légal, on est sur 12 ans. Donc voilà, donc ça c'est un des points à retenir, c'est qu'au niveau de l'endettement, on a beaucoup de marge. Donc ça c'est ce que je vous disais précédemment, c'est la manière dont on a financé notre investissement au vu des dernières années. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce qui est intéressant de voir, c'est que on remarque vraiment donc tout ce qui est en rouge, c'est les subventions que l'on a reçues, et notamment pour financer la plaine de Chevincourt et également Gymnase de l'Aune qu'on finance avec beaucoup de subventions. Alors, au niveau des hypothèses de construction budgétaire, comme je vous le disais en début, l'État a décidé de revaloriser les bases locatives pour un montant de 3,4%. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, même si c'est possiblement pas assez, mais en tout cas, c'est déjà pas mal. Il y a bien sûr aussi la suppression de la taxe d'habitation qui se traduit pour les communes par une perte de ressources. Comme vous le savez, il y a eu le coefficient correcteur qui a été mis en place l'année dernière suite à la suppression de la taxe d'habitation. La taxe d'habitation est toujours payée par une partie des habitants, mais les recettes provenant de cette taxe sont allouées au budget de l'État. Et les collectivités territoriales communales ont perçu la part du département relative à la taxe foncière. Et quand il y avait des différentiels entre les deux niveaux, il y a eu un coefficient de corrélation qui a été mis en place. Cependant, du coup, comme vous le savez, les suppressions de taxes sont toujours compensées, mais la compensation n'est pas indexée sur le niveau d'évolution des bases. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Comment dire ça ? Je perds mes mots. Bon, en tout cas, ça varie pas, c'est flat, et du coup, ça ne suit pas la dynamique territoriale que l'on met en place. Au niveau des recettes de fonctionnement, comme vous le savez, dans l'agglomération, on a décidé de mutualiser pas mal de choses, et notamment des ressources fiscales. Et du coup, l'agglomération nous verse une attribution de compensation pour compenser l'ensemble des recettes fiscales qu'on lui a données, et également des services qu'on lui a demandé de gérer à notre place. Donc cette compensation reste stable à 2 028 362. Dans le pacte financier 2022-2026 qu'on a refusé de voter au niveau des élus de l'agglomération de la commune, pour la simple et bonne raison, c'est qu'en 2016, quand on a voté le précédent pacte, il avait été acté que 4 communes qui étaient historiquement basses au niveau de leur attribution de compensation soient revalorisées, que cette attribution soit revalorisée au cours du mandat. C'était inscrit noir sur blanc dans ce qui avait été voté en 2016 à la majorité, même à l'unanimité pour le coup. Et malheureusement, ça n'a pas été réalisé, puisque du coup, l'agglomération n'a pas tenu son engagement de revaloriser notre attribution de compensation de 139 000 euros, ce qui représente une certaine somme quand même.
Et donc c'est pour cette raison que les élus de Manille-les-Hameaux se sont refusés de prendre part au vote. Au niveau des hypothèses, du coup, les droits de mutation, comme je vous l'expliquais, on est sur des niveaux qui étaient assez conséquents en 2021. On va être plus prudent sur 2022 et repartir sur des moyennes des 3 dernières années. Sur les taxes de consommation finale d'électricité, on est parti sur le réalisé 2021. Le FNGIR, il est stable comme depuis un certain temps. Au niveau de la DGF, on part sur un écrêtement complémentaire, sur une baisse de dotation de l'État encore en 2022. Pourquoi ? Parce qu'on a un potentiel fiscal qui est toujours trop important. C'est-à-dire que l'État considère que les Manickoises et les Manickois ne payent pas assez d'impôts. On est à plus de presque du double. On est à 1793 en potentiel fiscal par habitant versus 1017 pour la moyenne française. Et en plus, ils ont fait évoluer des critères. Donc du coup, il y a moins de communes qui rentrent dans les critères d'écrêtement. Et donc possiblement, on va avoir une accélération des écrêtements puisqu'il y aura moins de communes qui seront assujetties et pour un niveau d'écrêtement qui est censé monter en puissance. Au niveau de la dotation de solidarité rurale, on part sur une hypothèse d'augmentation de 5%. Donc c'est 2 000 €, c'est déjà pas mal, mais c'est que 2 000 € d'augmentation. La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, pareil, on reste sur stable, comme tous les ans, comme je vous le disais, quand ils suppriment des taxes et les transforment en dotation, mais du coup les dotations ne suivent pas l'évolution, la dynamique territoriale, et donc ils restent stables d'année en année. Au niveau de la participation de la CAF, on avait reçu, je ne sais pas si vous vous en souvenez, du coup, pendant le Covid, une aide complémentaire de la CAF. On pensait que c'était une aide définitive, mais malheureusement non, puisque du coup, en 2021, ce qu'on a reçu a été netté, a été amputé de cette aide exceptionnelle qu'avait délivrée la CAF au budget de la commune en 2020. En 2022, on restera sur des activités subventionnées sur les mêmes montants que prévu habituellement et qui seront bien sûr corrigées de l'évolution du niveau d'activité des services. Au niveau des fonds de concours de l'agglomération, pareil, on reste plutôt stable puisqu'il n'y a toujours plus de fonds de concours pour la culture et notamment pour les staminets. Au niveau des produits du service, on reste stable, c'est toujours évalué, ça évolue forcément puisque l'ensemble des tarifs sont au taux d'effort et donc si les revenus des parents ou les revenus des familles évoluent, forcément les tarifs évoluent également. On part sur des montants stables pour les locations des logements et des équipements, notamment la salle des festivités où on se trouve aujourd'hui. Et au niveau de l'atténuation de charges, comme vous le savez, c'est le remboursement de notre assurance statutaire. Quand un agent est souffrant, malheureusement, il est pris en charge par cette assurance. Donc nous, on continue de lui verser un traitement et cette assurance nous rembourse ce traitement. Donc là, on est parti sur quelque chose de stable également. Au niveau des charges de fonctionnement, du coup, les charges à caractère général, on partira sur quelque chose de stable. Honnêtement, les services travaillent en permanence sur la recherche d'économies, sur des manières d'appréhender mieux les sujets, d'optimiser toutes les dépenses. Malheureusement, ça devient compliqué, puisqu'on fait ça depuis pas mal d'années et on arrive à un stade où si on décide de serrer encore plus la vis au niveau des budgets, donc proposer des budgets en baisse comme on l'avait fait à un certain moment, on va arriver à un stade où il faudra supprimer des services. Mais par contre, on continuera et d'essayer de continuer de négocier des marchés pour essayer d'avoir des économies d'échelle avec les autres collectivités. C'est encore l'objet d'une délibération qui suivra par la suite, donc passer des marchés avec d'autres groupements de commandes. C'est ce qu'on continuera de faire et on essaiera de tenir au mieux le budget du 011 en renégociant nos marchés. En 2022, donc, on aura des évolutions sur les frais de personnel notamment puisque vous savez l'État a lancé des concertations sur notamment la revalorisation des carrières de catégorie C.
Donc c'est à peu près 80% de nos agents communaux. Et l'État a acté du coup, une revalorisation du coup de leur rémunération, ce qui est quelque chose de très bien, mais du coup qui a un impact sur nos finances. Vous avez également l'instauration de la prime de précarité qui sera mise en place du coup à partir de l'année dernière. Cependant, forcément, une prime de précarité, on la verse quand le contrat se termine. Et donc, pour certains, le contrat se terminera en 2022. Donc, on verra l'impact financier sur le budget 2022. On a une nouvelle cotisation qui est mise en place sur l'apprentissage, donc à hauteur de 0,05% des rémunérations, qui est en partie compensée par une baisse de cotisation du CIG. On ne va pas rentrer dans le détail plus que ça, mais en tout cas, ça s'annule à peu près. Par contre, il faut qu'on intègre également dans ce budget des coûts qui sont inhérents au recensement. Comme vous le savez, le recensement est en cours et je ne peux que vous inviter à y participer. Puisque c'est une obligation. Mais en tout cas, l'État ne compense pas toutes les dépenses qu'on a liées à ce recensement qui nous est transféré en charge. Et on en a pour plus de 16 500 €. Alors, au niveau des péréquations, comme les atténuations de produits, comme c'est joliment dit, du coup, je vous le disais, on part sur une hypothèse à 190 000 € pour le FSRIF et pour le FPIC, du coup, comme je vous l'expliquais, on passe 35, 75 et là on part sur un projet à 120 000 € de ponction complémentaire pour le budget 2022. Au niveau des autres charges de gestion courante, bien entendu, on ne change pas notre politique d'accompagnement des associations de Manille-les-Hameaux et du CCS. Donc on laissera la même enveloppe de subvention à disposition et si besoin il faudra l'augmenter, on l'augmentera. En tout cas, on s'engage à continuer d'accompagner notre CCS et nos associations dans le prochain budget. Sur la contribution au parc naturel, tous les ans elle est réévaluée en fonction du nombre d'habitants, donc ça, pas de surprise. Et comme je vous le disais, les autres postes seront reconduits dans la limite des sommes qui avaient été budgétées en 2021. L'encours de la dette, donc ça je vous l'ai dit, on est sur 2,7 millions du coup en fin d'année prochaine. Aucun recours supplémentaire sera réalisé du coup pour l'instant. Et comme je vous le disais, les intérêts, on est à peu près à 26 000 € d'intérêts par an, ce qui est relativement faible. Voilà, je me permets juste de revenir là-dessus, sur ce petit graphique qu'on aime bien, pour vous montrer encore un peu l'évolution sur 2022, avec les chiffres que je viens de vous donner. Du coup, on part sur 120 000 € de dotation de fonctionnement, 103 000 € de dotation de solidarité rurale, et par contre, en ponction, 120 000 € pour le FPIC et 190 000 € pour le FSRIF, ce qui nous donne pour 2022 une dotation entre guillemets qui serait potentiellement négative. Au niveau de l'investissement, donc par exemple, on restera sur du coup un virement de la section de fonctionnement à l'investissement pour financer notre investissement. On va donc l'autofinancer. Il y aura bien sûr les recettes de l'urbanisme liées à l'urbanisme qui seront maintenues au même niveau que précédemment. Le FCTVA dont je vous parlais tout à l'heure qui sera calculé sur les bases des équipements qu'on a livrés en 2020. Au niveau des subventions d'investissement, forcément le pacte financier. Alors oui, il y a une petite modification dans le pacte financier, en petit aparté. Avant, il y avait une enveloppe qui était annuelle sur le pacte financier 2022-2026. Il y aura une enveloppe sur l'ensemble du mandat et l'ensemble des communes pourront du coup, proposer des investissements peut-être un peu plus importants et sur une année uniquement, au lieu de proposer des fois des petits investissements tout au long du mandat. Ce qui pose potentiellement un petit souci parce que nous on avait l'habitude de financer beaucoup de petits équipements parce qu'on n'a pas des gros investissements pendant tout le mandat et du coup on va des fois être en difficulté pour financer ces équipements puisqu'on n'aura plus de financement externe de l'agglomération qui lui veut uniquement financer les gros équipements et si possible des équipements du sport loisir
et qui ont un impact sur l'environnement. Le fonds de concours, il y avait un fonds de concours à l'époque qui n'a pas encore été renouvelé au niveau de l'agglomération pour la réhabilitation des équipements culturels, socio-culturels ou sportifs. En tout cas, cette année, on utilisera notre enveloppe du dernier mandat à hauteur de 441 377 pour la rénovation du gymnase. Au niveau des subventions, on va bien sûr aller essayer d'aller chercher des subventions au niveau du plan de relance de l'État. On continuera de proposer des subventions pour le parc naturel. Et comme vous le savez, on a réussi à obtenir du département un financement à hauteur d'1 116 123 pour financer la rénovation du gymnase Auguste Delaune. Voilà. Bon, au niveau des dépenses structurelles, on en parlait et puis Raymond pourrait en parler mieux que moi. Il y a le gymnase dont les travaux doivent débuter normalement, si je dis pas de bêtises, en 2022, début 2022. En travaux structurants, nous allons également avoir les travaux de rénovation énergétique de l'hôtel de ville, qui est à certains endroits une vraie passoire énergétique. Nous allons continuer de déployer les outils numériques dans les écoles et nous avons nous continuons de travailler sur un projet qui s'appelle Ma cour passe au vert pour végétaliser les cours d'école. Et bien évidemment, du coup, les entretiens courants d'investissement qui sont les travaux de voirie, du patrimoine communal, et le renouvellement mobilier scolaire, matériel, logiciel, informatique, en tout cas des investissements classiques, et également aussi le P3 qui est l'investissement lissé de l'ensemble de nos équipements de chauffage sur notre collectivité. En conclusion de ce rapport, quelques mots. 2022, forcément, ça sera encore une année de désengagement de l'État et de régression de notre liberté d'administration. C'est intéressant de regarder dans le rétroviseur. Il y a 9 ans, donc on avait à peu près 1,3 million de dotation globale de fonctionnement. Et ça représentait près de 9% de nos recettes. C'est quand même pas négligeable, 9%. Et à quoi ça correspond les dotations de fonctionnement? C'est vraiment des transferts financiers de la part de l'État. Car il nous a demandé de gérer pour son compte des compétences. Donc on prend les compétences, on prend de l'argent pour gérer ces compétences, et au bout de 9 ans, on se rend compte, 9 ans, je prends cet exemple-là, mais c'est un exemple c'est un processus qui date depuis bien plus longtemps. Et au fur et à mesure, du coup, l'État supprime les dotations pour lesquelles il nous a transféré ses compétences. Pourquoi? Parce qu'il considère que les habitants, comme je vous l'expliquais, de Manille et Hameaux, payent pas assez d'impôts par rapport au potentiel fiscal. Et c'est bien là le problème. Donc en 2022, c'est peut-être la première année où notre collectivité n'aura plus de dotation et du coup va plutôt donner de l'argent à l'État parce qu'il considère que notre commune est trop riche. Donc on est encore en janvier, on peut peut-être faire un vœu collectif en demandant à la prochaine président de la République et sa prochaine majorité cesse de se défausser sur les collectivités territoriales, puisqu'il n'y a pas que les communes, et qui vraiment cesse de se défausser sur les collectivités territoriales pour réduire son déficit, puisque c'est ça un peu le sujet, hein, c'est je ne réduis pas mon déficit, mais par contre je réduis les dotations aux collectivités territoriales et ça se voit beaucoup moins. Comme ça, il ne fait pas d'effort de son côté. Deuxième vœu, peut-être, essayer d'arrêter, de réduire notre liberté d'administration. L'année dernière, il a supprimé les bases, en moitié les bases pour les entreprises industrielles. Forcément, ça met à mal notre liberté d'administration, puisque quand on supprime une taxe qui est à la main de la collectivité, l'État crée une compensation. Mais cette compensation, du coup, elle n'est pas dynamique, puisque quand vous avez des nouvelles entreprises qui arrivent, il n'y a pas de compensation pour ces entreprises qui arrivent, alors qu'elles auraient dû être fiscalisées. Et ça ne reflète pas du tout l'évolution de notre territoire.
Et bien sûr, forcément, si la taxe n'existe plus, il y a une compensation, mais cette compensation, elle est gelée dans le temps. C'est-à-dire que si on veut augmenter nos taux pour délivrer la politique pour laquelle on a été élu, on ne peut pas maîtriser notre fiscalité, nos recettes, et donc du coup, nos dépenses. Pour finir, voilà, ça fait quand même plusieurs années que j'appartiens à cette majorité, j'en suis très fier et très content, mais on mène une politique rigoureuse de gestion depuis beaucoup d'années et on a réussi, grâce à cette politique de gestion rigoureuse, à continuer d'accompagner toutes nos familles, vraiment de la petite enfance aux seniors. On a réussi à avoir une vraie politique de solidarité, que ce soit dans la tarification, dans l'accompagnement social, dans les voyages, dans le Palme notamment, pour l'ouverture à la culture, au sport, aux loisirs. On a fait beaucoup de choses, mais c'est un engagement qui est vraiment de plus en plus compliqué à tenir. Financièrement, je vous l'ai expliqué, on a des baisses de dotation, on a des augmentations des ponctions, on a une baisse de notre liberté d'administration. Et en plus, on a des baisses de recettes dues à la crise sanitaire, on a des augmentations de factures, conséquences de l'inflation, et on a des dépenses sociales qui sont en augmentation due à la crise. Donc voilà, jusqu'à quand on va pouvoir tenir comme ça, je ne le sais pas. En tout cas, 2022 sera une année vraiment de choix. Et petite phrase pour ouvrir le débat, 2022 sera une année de choix pour maintenir ou non notre service public de proximité et nos capacités d'investissement. C'est vraiment une année de choix et du coup, c'est ce dont on va potentiellement débattre ce soir. Merci Tristan pour l'ensemble de cette présentation du rapport d'orientation budgétaire et puis merci aussi aux services qui ont travaillé sur l'ensemble de ces éléments. Voilà, le débat est ouvert maintenant. Qui souhaiterait prendre la parole ? Personne ne souhaite prendre la parole sur ce débat d'orientation budgétaire ? Ok. Écoutez, dans ce cas-là, je vous invite à prendre acte sur le fait que personne ne souhaite prendre la parole. Moi, je vais remercier Tristan et donc une nouvelle fois les services qui ont travaillé et qui travaillent au quotidien pour rendre le service public de proximité dans un contexte en plus qui est pas forcément facile et tu l'as bien exposé, à la fois sur une question de diminution des dotations et de perte finalement de notre autonomie des collectivités de manière générale, mais aussi dans un contexte sanitaire qui ajoute encore à ces difficultés et qui nous ajoute un certain nombre de problématiques nouvelles et on le voit aussi sur l'évolution des participations finalement à l'ensemble des services. Et puis un accompagnement aussi pour les personnes en difficulté qui est plus important ces derniers temps. Et nous avons aujourd'hui ce double enjeu que tu résumais bien, d'à la fois de réussir à conserver notre niveau de service demandé par les habitants et dont on sait les besoins, de réussir à investir aussi pour transformer notre commune, et on peut parler des rénovations énergétiques, mais aussi pour entretenir l'ensemble du patrimoine de notre commune. C'est un petit peu la quadrature du cercle, tout ça. C'est vrai qu'on l'a réussi ces dernières années, autant que possible. Ce que je vous propose, c'est qu'on puisse tout simplement continuer avec les habitants, en fait tous ensemble tout simplement, pour pouvoir continuer de toujours gérer au mieux et en réfléchissant au maximum à l'avenir pour pouvoir maintenir finalement notre communauté de manier les hameaux, de maintenir le lien social, le vivre ensemble aussi qui caractérise. Et c'est vrai que si à un moment donné, il y a des choix aussi qui doivent être faits pour pouvoir maintenir un certain nombre de services ou pour pouvoir adapter aussi nos services publics, eh ben on les fera ensemble, tout simplement.
Je considère donc que nous pouvons prendre acte de la tenue de ce débat. Pas d'opposition à cette prise d'acte, refus de vote. Ok, je vous remercie. Je vous propose maintenant Tristan, tu vas continuer avec l'autorisation d'anticipation des crédits d'investissement, comme chaque année. Exactement, comme chaque année du coup, vous le savez, nous votons notre budget fin mars. Et pour permettre aux services de continuer de fonctionner dans de bonnes conditions, nous sollicitons du coup le conseil municipal d'ouvrir des crédits à hauteur de 1/4 de ce qu'ils étaient l'année précédente, afin que les services puissent déjà lancer certains chantiers. Voilà, c'est une autorisation d'avance de crédit pour l'ensemble des investissements qu'on propose de voter à hauteur d'1/4. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur cette délibération? Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Abstention? Refus de vote? Unanimité? Merci. Ensuite, la même chose pour des avances de subventions pour certaines associations. Exactement, merci monsieur le maire. Exactement la même chose. Comme vous le savez, on verse des subventions à des associations, notamment à certaines qui ont beaucoup de frais de personnel. Et donc du coup, afin de les accompagner au mieux dans leur trésorerie, nous souhaitons, comme tous les ans, du coup, voter des avances sur subventions à hauteur d'1/4 de ce qui a été voté l'année précédente. Il y a 2 associations qui sont concernées, MJC et l'association musicale de la Mérantaise, et il y a le CCS de la collectivité. Donc il vous est demandé aujourd'hui de voter pour ouvrir ces crédits à hauteur de 25% pour leur permettre de fonctionner correctement sur ce premier trimestre. Y a-t-il des questions ou des remarques? Nous passons donc au vote. Qui est contre? Abstention? Refus de vote? Unanimité? Ensuite, tu l'évoquais tout à l'heure, une adhésion à un groupement de commandes. Exactement, je crois qu'il n'y a plus aucun conseil municipal dans lequel on n'évoque pas un groupement de commandes. Et donc là, c'est le groupement de commandes pour les commandes de dématérialisation des procédures. On essaie d'être le plus digital possible afin de faciliter la vie de chacun. Et notamment, c'est le cas pour les marchés publics, le contrôle de la légalité, les flux comptables, les signatures électroniques, les convocations, les parapheurs, etc. Donc l'idée, c'est de passer par un groupement de commandes au CIG qui nous permettra d'avoir des tarifs plus avantageux que si nous faisions notre appel d'offres dans notre coin. Donc on vous demande de valider l'autorisation donnée à monsieur le maire de s'inscrire dans ce groupement de commandes. Y a-t-il des questions ou des remarques? Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Abstention? Refus de vote? Unanimité? Alors, en l'absence de Raymond, donc, je vais vous présenter la délibération concernant un don de véhicule du conseil départemental. Nous avions eu cette proposition donc, de la part du département en 2019, à laquelle nous avions à l'époque répondu favorablement. Depuis, nous avions eu des refus au fur et à mesure, et il se trouve que à la fin d'année 2021, le département nous a signalé que notre candidature était retenue pour le don d'un véhicule qui est une Peugeot 108. Donc, il convient, il est nécessaire d'avoir une délibération du conseil pour que je puisse accepter donc ce don du conseil départemental. Voilà, je vous invite à voter favorablement pour cette convention, puisqu'il se trouve que nous avons déjà récupéré le véhicule la semaine dernière, il me semble, Fabienne. Voilà, donc ça nous évitera de le redonner. Voilà, et il est en bon état, évidemment. Y a-t-il des questions ou des remarques? Lionel Lindemann? Il faut faire quelque chose?
Non, vous m'entendez? Oui. Oui, bon, donc bonsoir à ceux à qui j'ai pas dit bonsoir, et puis tous mes vœux pour la nouvelle année. Quelle est la destination du véhicule? Ça ne figure pas dans la délibération. Il va servir à quoi? Alors, comme l'ensemble des véhicules du parc, c'est un véhicule qui est partagé au sein de l'ensemble des services de la commune, celui-là plus particulièrement au niveau des services techniques. Voilà. Y a-t-il d'autres questions ou remarques? Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Abstention? Refus de vote? Unanimité? Merci. Alors, puisque nous avons j'ai retiré donc les deux délibérations donc concernant le lien avec l'ALEC et le contrat en économie partagée. Nous allons donc passer maintenant à la délibération en urbanisme et je vais laisser la parole à Jean Tancerel concernant la convention de partenariat avec l'association Maison Madeleine. Numéro 59, je sais pas, bon, j'ai parlé un petit peu plus fort, mais je crois que ça marche. Hein. Donc, effectivement, par cette délibération, donc, on nous demande en fait d'approuver les termes d'une convention et d'autoriser les termes d'une convention, oui, et d'autoriser Monsieur le maire à la signer. Donc, on va s'intéresser, si vous voulez bien, à cette convention. Comment y sommes-nous arrivés? Donc, tout ça, c'est dans les attendus. C'est tout simplement parce que nous avons fait l'acquisition d'une parcelle de près de plus de 2000 mètres carrés, même en préemptant cela au mois de mai. Et toujours dans les attendus, hein, ceci pour être fidèle en fait à nos engagements de la commune, mais aussi engagement de Saint-Quentin-en-Yvelines, de la communauté d'Aglo, qui précise bien nos engagements, notamment dans le PLH intercommunal, le plan local de l'habitat, où nous disons et affirmons qu'il nous faut absolument construire du logement social, intergénérationnel. Effectivement, je présente cette délibération, mais sur le plan social, Frédéric ou ma voisine Magali avec l'intergénérationnel serait tout à fait légitime aussi à la présenter. Mais c'est vrai que fondamentalement, il y a quand même derrière, en tous les cas, de l'urbanisme, puisque ça pourrait se traduire à terme par un droit, un bail à construction inversé, mais on reviendra peut-être là-dessus ultérieurement. En tous les cas, dans l'immédiat, cette convention qui a été passée, en fait, qui n'est pas passée, enfin, qu'on va approuver ce soir, j'espère, pour avancer sur ce projet de logement intergénérationnel, d'autant que vous connaissez l'évolution de la démographie comme moi. On entend souvent des chiffres sur le vieillissement de notre population en France, mais pas qu'au niveau hexagonal, c'est vrai aussi au niveau de l'agglo, et notre commune n'échappe pas non plus au mouvement. On dit quelquefois que très vite, 30% de la population sera à plus de 60 ans. Donc c'est le défi, l'enjeu qui est devant nous. On a pour cela été contacté, enfin on s'est rapproché d'une mise en contact de fait avec une association qui s'appelle Maison Madeleine. Donc une association qui est spécialisée finalement, c'est sa raison d'être, c'est son objet social, c'est le lien social, l'intergénérationnel, mais elle a besoin pour aller démarcher ses partenaires institutionnels, notamment financiers. Elle a besoin d'un minimum d'engagement de la commune. Donc c'est tout le sens de cette convention. À savoir donc des obligations de part et d'autre, hein, de la part de la commune, mais aussi de la part de l'association. Pour nous, en gros, c'est de leur laisser, enfin de leur octroyer en quelque sorte l'exclusivité
ne pas travailler sur cette parcelle avec un autre opérateur, leur laisser donc l'exclusivité et à contrario, enfin en face, elle étudie, elle regarde la possibilité, la faisabilité de son projet, tant sur le plan architectural, sur le plan urbanistique, bien sûr, il doit s'inscrire dans le cadre du PLU, sur une zone sur laquelle on est à 9 mètres de hauteur maximum, et puis la nature des logements aussi, la typologie. On est, la délibération, enfin le projet vous le précise, on est sur des logements, plutôt de petits logements de 40 mètres carrés. Et ce laps de temps serait mis à profit, donc le laps de temps c'est 6 mois pour le moment. Ce laps de temps serait mis à profit aussi par la commune et par l'association pour regarder si l'offre qui va être proposé, serait en conformité avec la demande. Est-ce qu'il y a des personnes qui correspondent au profil? Et ça, j'imagine que vous l'avez déjà vu par le site de la commune et les réseaux sociaux. Un certain nombre de réunions ont eu lieu entre Maison Madeleine et puis des personnes intéressées déjà. Et c'est aussi l'intérêt de la Convention, c'est que ces ateliers pourraient également se poursuivre pour qu'ensemble le projet se précise, soit défini. C'est-à-dire que dans l'immédiat, là, on n'est vraiment pas dans les modalités de mise en œuvre, mais plutôt dans les principes, dans l'économie très générale du projet, j'ai envie de dire. Voilà. Je pense avoir résumé, sans doute pas complètement, mais l'essentiel. Merci Jean pour l'ensemble de ces explications. Y a-t-il des remarques ou des questions? Lionel Lindman? Oui, alors, donc on a quelques problèmes de forme qui rendent le vote, qui nous rendent hésitants sur le vote final. Alors, il y a deux aspects. D'abord, Thérèse Malem, qui est souffrante ce soir, s'étonne qu'il n'y ait pas eu de commission, puisqu'elle siège à la commission d'urbanisme, donc elle s'étonne qu'il n'y ait pas eu de commission au préalable à cette délibération. Je voulais donc transmettre cet étonnement. Et d'autre part, ce qui, moi, me surprend, c'est qu'on vote cette délibération ce soir, alors que j'ai vu beaucoup de communication sur le sujet qui donnait le sentiment que c'était un projet quasiment ficelé. Donc je trouve que c'est pas très... c'est une mauvaise manière qui est faite au conseil municipal de faire comme si les délibérations étaient déjà votées, alors que ça n'est pas le cas. Donc ça, c'est des problèmes de forme, et donc je ne voudrais pas que des questions de forme impactent notre vote, parce que ce n'est pas du tout dans nos habitudes de nous abriter derrière des mauvaises manières ou quoi que ce soit pour ne pas voter une délibération. En ce qui concerne le projet en lui-même, j'ai regardé l'association en question. Globalement, c'est des gens qui ont l'air vraiment très sérieux, donc on a vraiment le sentiment que le projet est en de bonnes mains. D'un autre côté, dans ce que j'ai vu, il n'y a pas de référence. C'est-à-dire que j'ai l'impression que l'association... enfin, c'est pas une impression, l'association est assez récente, et j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'autres exemples préalables concernant ce projet. D'un autre côté, c'est une initiative vraiment très intéressante. On est dans une période où, à mon avis, il faut absolument développer les habitats intergénérationnels. Donc, de ce que moi j'ai pu percevoir, c'est relativement expérimental, mais d'un autre côté, c'est des gens sérieux, donc à qui on aurait raison de faire confiance jusqu'à une certaine limite. Donc déjà, première question, est-ce qu'il y a d'autres projets que mène cette association, ou est-ce qu'on est le premier projet que cette association porte?
Est-ce qu'il y a d'autres projets du même type sur lesquels on peut s'appuyer? Et d'autre part, pour autant que je sache, il y a un terrain près de la Maison de l'Environnement qui est prévu de longue date pour faire de l'intergénérationnel. Dans les visuels que j'ai vus concernant ce projet précis, les bâtiments me semblent assez hauts alors qu'on est dans un quartier qui pour l'instant est très pavillonnaire. Donc pour quelles raisons? Donc deuxième question, pour quelles raisons est-ce qu'on fait ce projet intergénérationnel là, alors qu'a priori, pour autant que je sache, on avait prévu de faire tout un projet sur un terrain qui actuellement est vide et qui ne déparerait pas par rapport aux autres logements. Voilà, c'est mes deux premières questions. Après, on pourra échanger. Jean Tanserel ? Oui, je veux bien donner quelques premiers éléments de réponse à ce questionnement. Tout d'abord, sur la commission logement qui s'est pas réunie, on avait déjà informé la commission, puisqu'on avait l'information à l'époque, on venait juste de préempter, et on avait précisé que c'était pour faire effectivement du logement intergénérationnel. Après, voilà, on a laissé travailler un petit peu. Enfin, il y a eu la rencontre avec. Il y avait d'autres solutions possibles que l'associatif. Par exemple, un bailleur social peut-être. Mais on a trouvé cette formule plus souple. Voilà. Quant à dire que tout est ficelé, non, je ne pense pas. Nous sommes, je l'ai dit, dans l'économie générale du projet. On n'est pas dans la mise en œuvre et le projet va continuer avec les personnes intéressées, je pense au comité senior par exemple, à réfléchir et à établir peut-être, préciser le cahier des charges. Mais comme vous le voyez dans la délibération, ou dans le projet de convention, il y a en quelque sorte des incontournables, je pense aux espaces verts. Enfin, il faut que tout soit orienté vers l'intergénérationnel. Il faut que ces personnes aient envie de sortir, tout simplement, et plutôt que de se replier sur elles-mêmes, puisque l'objectif, c'est justement le lien social, l'ouverture. Quant à l'association, effectivement, vous avez sans doute, comme moi, enfin nous on l'a rencontré, on a pu vérifier leurs valeurs humaines, solides, et puis leur lien avec des partenaires financiers solides, et c'est le sens aussi de la convention, c'est qu'elle soit vraiment crédible pour aller les démarcher. Je l'ai déjà dit, il y a des grosses associations humanitaires. Moi, j'ai noté, je ne les connais pas toutes, mais j'ai noté notamment la Massif, une grande mutuelle. Et puis ensuite, pour vous répondre encore, Monsieur Lindemann, il y avait un dernier point, oui, sur l'architecture et sur le positionnement géographique de ce logement. Je vous l'ai dit, à 9 mètres, on est à 9 mètres selon le plus ici. Et c'est un endroit quand même idéalement situé pour les personnes à quelques mètres, quelques centaines de mètres du centre-ville, qu'il s'agisse des commerces ou des services publics comme la Poste. J'imagine que tout le monde voit un peu où c'est. Vous avez l'allée des Roses, l'allée des Hortensias et puis l'allée des Capucines. Et c'est là, en butée, un peu perpendiculaire au chemin de la Chapelle, numéro 16 de mémoire. Le tout dernier, c'est le 18, c'est juste avant. Voilà. Quant à l'autre possibilité, effectivement, que nous avons, qui est un peu dédiée à l'intergénérationnel, c'est une possibilité qui demeure, mais là aussi, on est un peu confronté aux inerties de Saint-Quentin en Yvelines. Nous, on est prêts. Voilà, on reçoit aussi quelquefois des bailleurs, enfin des promoteurs plus exactement, qui sont prêts à nous proposer des résidences seniors. Mais voilà, il faut réfléchir, parce que si c'est pour des Manicois qui n'ont pas les moyens d'y aller, c'est un petit peu dommage, quoi.
Mais bon, voilà, je citais tout à l'heure mes collègues, voilà, il y a un volet financier important aussi dans le projet, vous voyez, qui là n'est pas du tout, vous ne pouvez pas dire que c'est ficelé. On parle d'un bail amphithéotique ou d'un bail à construction inversée, qui est bien défini par le Code de l'habitat. Un bail amphithéotique, c'est un bail très long qui permet un bon lissage. Ça va de 18 à 99 ans. Là, moi, je suis incapable de vous dire aujourd'hui pour combien de temps ce sera, comment la redevance qu'on va percevoir. Je ne sais pas du tout. Voilà, tout ça, ça reste à définir. C'est le volet financier du projet que doit travailler l'association Madeleine et qui a besoin de temps pour cela. Donc on est parti sur 6 mois. Si ça ne suffit pas, on s'est gardé cette possibilité dans la convention de leur redonner peut-être un délai supplémentaire. Merci Jean. D'autres Lionel Lindemann? Oui, donc à l'issue de la période des 6 mois ou des 6 mois après, qu'est-ce qui se passe? Soit le projet est abandonné, on fait autre chose. Quels sont vos critères pour décider? Enfin, qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, c'est jusqu'en juin. C'est ça. Pour le moment, c'est jusqu'en juin, donc on attend ensuite les préconisations, le projet de l'association, effectivement. Et là, Et donc, si à l'issue des 6 mois, le projet n'est pas totalement abouti, on prolonge. Et puis, si visiblement le projet ne convient pas, on arrête. C'est ça l'idée. On peut tout à fait, effectivement, l'arrêter, oui. D'accord, très bien. Donc, en gros, on leur fait confiance, on les encourage, mais si à un moment donné... on ne se met pas d'accord sur le plan financier, par exemple, voilà. D'accord, très bien. Le souci, c'est que quand on lit la presse, on a vraiment l'impression que c'est lancé et que la décision a déjà été prise par le conseil municipal. C'est en ça qu'on n'est pas tout à fait content. Mais pour le reste, et encore une fois, ça ne doit pas pénaliser une association qui, de ce qu'on peut voir, a des références intéressantes. Oui. Mais on est vraiment quand même dans une expérimentation. Donc, il y a peut-être un élément auquel je n'ai pas répondu dans votre première série de questions. C'est que vous nous demandiez si si l'association avait déjà des projets. Effectivement, ils ont des projets, mais pas réalisés. Voilà, on serait un petit peu pilote. D'où leur enthousiasme aussi, hein, et d'où leur envie d'aller vite. Donc on est plusieurs à être un peu dans la même situation. C'est ça. Alors c'est dans d'autres régions, c'est plutôt dans le sud qu'ils ont d'autres projets. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui s'en vont dans le sud, mais pas toutes non plus, quoi. Non, mais enfin, sur le principe, faire appel à des gens, même s'ils n'ont pas un énorme pédigré, c'est très positif. Je pense que les collectivités territoriales ont raison de temps en temps de faire confiance, pas toujours aux mêmes. Donc sur ça, il n'y a pas de souci. Bon, très bien, merci beaucoup. D'autres demandes d'intervention? Sur ce sujet, je voudrais vraiment rassurer au maximum ce qui a été présenté dans la presse notamment, et j'ai eu l'occasion même de m'exprimer directement sur ce sujet. Il y a eu une réunion ouverte aux habitants qui a eu lieu, des permanences qui ont eu lieu ces dernières semaines. C'est tout simplement pour que les responsables de cette association puissent voir s'il y a un intérêt au niveau local. Et cet intérêt, clairement, on les a encore vus la semaine passée, il y est, puisqu'il y a eu du monde qui est venu aux permanences, il y avait du monde aussi à la réunion de présentation, maintenant qu'ils savent qu'il y a un intérêt en local, qu'ils ont pu aussi avancer techniquement pour savoir en gros si ça rentre aussi dans l'ensemble de l'espace, si au niveau de l'équilibre budgétaire pour eux, pour la construction, c'est faisable, ou en tout cas c'est réaliste. Tous ces éléments-là, ils les ont avancés et aujourd'hui, leur projet est en effet assez mûr pour qu'on puisse conventionner ensemble
pour qu'ils puissent encore maintenant aller plus loin, et sachant que le conventionnement sur 6 mois leur amène la crédibilité pour aller chercher les financeurs maintenant. Et donc on passe sur la deuxième étape, leur recherche de financeurs qu'ils doivent faire grâce au positionnement en exclusivité sur un terrain, et c'est l'objet de la convention ce soir. Donc clairement, les choses ne sont pas déjà ficelées avant que le conseil municipal décide de pouvoir octroyer une exclusivité pendant 6 mois pour la suite du dossier. Après, j'invite bien sûr tous les conseillers municipaux à venir participer à l'ensemble des réunions qui sont proposées, etc., sans problème, pour pouvoir connaître, faire connaissance avec les responsables de cette association et connaître effectivement très concrètement ce projet. Il y a dans les fondations qui financent déjà ce projet, la Fondation de France. C'est pas neutre. Puisqu'on sait aussi le sérieux de cette fondation sur l'accompagnement de projets innovants et notamment à caractère social et à caractère de solidarité. Donc c'est aussi un gage de confiance supplémentaire que nous pouvons avoir dans ce cadre-là. Et ensuite, au bout des 6 mois, en effet, il y aura plusieurs possibilités. Soit on prolonge parce que c'est pas encore totalement ficelé, soit on arrête parce qu'on voit que ben voilà, c'est pas viable, on se met pas d'accord pour diverses raisons. Soit on continue, et dans ce cas-là, en effet, il y aura le travail à faire aboutir sur notre lien contractuel suivant. Et le bail en fait par rapport à la suite. Et donc ça sera la troisième phase pour ensuite permettre la construction du projet. Ce que je ne voudrais pas ce soir, parce qu'en effet, nous sommes avec un projet qui est une expérimentation, qui est un projet innovant, à taille humaine, qui n'a rien à voir avec ce qui pourrait se faire à côté de la Maison de l'Environnement, ce que vous évoquiez, qui est un lieu référencé pour une résidence intergénérationnelle peut-être plus classique, avec plus de logements peut-être à l'intérieur. Là, je vais comparer une maison familiale. C'est vraiment en fait le concept de ce projet, et c'est vraiment ça qui nous intéresse parce que finalement c'est à l'image de notre commune, du lien entre les gens, entre des gens qui sont différents, de la lutte contre l'isolement, un lien très direct qui pourra se faire avec l'ensemble du secteur associatif puisqu'on est juste derrière le pôle musical et associatif, finalement un nouveau lieu de vie qui s'ajoute dans l'ensemble du secteur dans lequel on est. Et en plus, quelque chose qui reste innovant, parce que ça fait des années qu'on cherche, qu'on se documente sur ce qui existe en termes de maisons intergénérationnelles, de maisons qui permettent de lutter contre l'isolement, qui permettent d'inclure des personnes en difficulté sociale ou en handicap. Et franchement, dans tout ce qui nous a été présenté jusqu'à maintenant, on ne trouve pas forcément. Et ça n'existe pas forcément. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle aussi cette association s'est créée. Donc voilà, on s'est trouvé là-dessus. Maintenant, on va avancer. Et comme toute expérimentation, si on voit qu'on n'y arrive pas, on ne fait pas. Mais au moins, on aura essayé, nous. Et c'est ça l'important. Après, évidemment, cette convention nous permet d'aller jusqu'au bout des choses pour voir, tout en restant aussi assuré en cas de difficulté. Et c'est ce qu'on continuera de regarder aussi pour la suite. Et je peux même vous dire que d'autres communes autour commencent à venir nous voir pour savoir comment ça se fait, parce que finalement, ça les intéresse aussi. Voilà. Donc si on peut servir sur ce dossier-là, comme on a pu le faire pour d'autres dossiers auparavant, à faire changer aussi le mode de fonctionnement en termes d'habitat et en termes de lien entre les gens, tant mieux. C'est aussi notre rôle en tant qu'élus municipaux, à notre petite échelle manicouise, de faire aussi bouger ces lignes-là, et c'est essentiel. Et d'ailleurs, vous l'avez dit vous-même, c'est une initiative en effet qui est particulièrement intéressante. Je vous propose de passer au vote. Qui est pour ?
Alors, pour vérifier, abstention, abstention, refus de vote, vote contre, unanimité. Merci beaucoup. Je suis perdu dans mes feuilles, du coup, maintenant. Voilà, je crois que nous avons encore une délibération. Et que je vais vous présenter donc en l'absence d'Émilie. Donc c'est une demande de subvention auprès du territoire d'action départementale concernant donc dans le domaine de l'appel à projet sur les subventions solidarité. Donc chaque année, il y a des appels à projets qui concernent des subventions solidarité au niveau du conseil départemental des Yvelines. Et il y a plusieurs sessions d'attribution au fur et à mesure de l'année. Et là, sur cette première session, ça concernera une demande de subvention de financement pour l'action Bien dans ma peau, donc qui concerne le secteur scolaire et notamment pour les jeunes qui peuvent être en souffrance pour un suivi donc régulier par un psychologue. C'est un renouvellement depuis plusieurs années de ces actions et je dois dire même un renforcement de ces actions. Et le montant global donc, du projet pour 2022 est à hauteur de presque 14 500 €. La demande de financement sollicitée auprès du département est à hauteur de 4 500 €. Et nous avons dans ce cadre-là des cofinancements qui seront aussi sollicités auprès donc, de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives qui s'appelle la MILDECA et également auprès de la Fondation de France. Y a-t-il des questions ou des remarques sur cette délibération? Alors, Caroline Lignot. Je voulais juste vous demander une précision. C'est des enfants qui ne sont pas suivis au CMP actuellement, c'est ça? Alors, c'est d'autres prises en charge que celles qui sont sur le CMP, qui est sur un suivi spécifique. Et donc, oui, c'est complémentaire. Et moi, j'avais juste une question un peu plus globale. Avec le Covid et avec tous les confinements, je pense que les problématiques de santé mentale sont très prégnantes. Est-ce que vous avez un suivi sur le sujet? Est-ce que vous avez des retours selon lesquels il y a eu une augmentation des besoins forts dans ce domaine ou pas? Alors, depuis plusieurs années, on sait que nous, on renforce cet accompagnement-là en lien avec le collège. Hors Covid déjà. Oui. Maintenant, par rapport à la situation sur le Covid, pour le moment, on n'a pas d'alerte directe aujourd'hui, mais c'est aussi peut-être parce qu'on a cette possibilité-là d'accompagnement régulier, déjà, de base. Maintenant, évidemment, on va rester, nous, très vigilants en fonction, puisqu'on est en lien très régulier, notamment avec le collège, mais aussi avec l'ensemble de nos écoles, pour la souffrance, notamment au niveau des plus jeunes. Voilà. Donc on reste en alerte là-dessus. C'est des sujets qu'on aborde régulièrement, notamment avec le collège pour les ados. D'accord. Mais donc vous n'avez rien constaté, enfin vous n'avez pas l'impression qu'il y a eu un boom suite au Covid. Donc c'est plutôt positif parce que Pour le moment, en tout cas, voilà, on n'a pas ces alertes-là, mais par contre, en effet, on reste particulièrement vigilant. Oui, alors il faut être vraiment vigilant, notamment à Saint-Rémy. La semaine prochaine, il y a 2 enterrements de jeunes qui se sont suicidés. Et je pense que la période, elle est vraiment très, très compliquée pour ces jeunes. Donc voilà, donc c'est vraiment important de les accompagner. Tout à fait. À ce niveau-là. Il faut savoir que, et puis après je vais laisser la parole à Caroline Lignot, il faut savoir que l'ensemble de nos services
au niveau de la commune, que ce soit le service enfant, le service jeunesse, la prévention spécialisée avec l'IFEP et nos services de manière générale au centre social et puis même des services qui sont en lien avec des jeunes de manière régulière sur un certain nombre d'activités culturelles, sportives, sont formés et ont le regard en fait sur ces éléments-là. Voilà. Ouais, Caroline Lignot ? Oui, je voulais juste ajouter, on commence à prendre connaissance avec les plus petits en fait du après Covid, mais ça vient tout doucement. On a discuté longuement avec les équipes éducatives et tout ça, enfin la semaine dernière, et c'est des choses qui vont venir petit à petit, mais enfin, on se rend compte d'une différence entre générations déjà, voilà. Mais les petits, ça commence à venir et voilà, ça viendra, le constat viendra, enfin, je pense pas tout de suite, mais ça va se faire petit à petit malheureusement. Plus tard, ce sera, voilà, les constatations vont se faire plus tard sur les beaucoup plus jeunes. En fait, ça a commencé, enfin, il y en avait qui étaient en moyenne section, en maternelle. Aujourd'hui, ils sont en élémentaire, ça n'a plus rien à voir. En fait, il y a déjà une grosse marche entre les deux. Donc, sur les petits, on le verra beaucoup, beaucoup plus tard. Et nous avons également un accompagnement en termes de parentalité, notamment, je pense, au centre social, sur un certain nombre aussi d'ateliers qu'on va continuer d'accompagner pour pouvoir aider au mieux, à notre mesure aussi, sur l'ensemble de notre commune. Y a-t-il d'autres questions ou remarques ? Je vous propose donc de passer au vote. Qui est pour ? Parce que c'est la dernière délibération. Alors, pour vérifier, abstention, refus de vote, contre, unanimité. Merci à vous. Y a-t-il des questions sur les décisions ? Caroline Lignot ? Nous n'avons pas de questions sur les décisions qui ont été prises ce soir. On a juste une petite déclaration à faire. L'année 2022 sera une année électorale et Jean-Luc Fargier et moi-même, nous voulons rappeler que nous avons été élus sur une liste sans étiquette. C'est pourquoi Jean-Luc et moi-même, nous avons décidé de constituer un groupe sans affichage partisan, au service des Manicouises et des Manicois et en dehors de tout appareil politique. Servir est notre seule ambition. Aujourd'hui, nous souhaitons accompagner au mieux les projets qui nous semblent utiles pour manier les hameaux. Ok, on mettra ça au compte-rendu. Si vous avez déjà écrit quelque chose, c'est noté. L'ordre du jour étant terminé, je vous propose de clore cette séance. Merci à tout le monde et merci à l'ensemble des personnes qui permettent cette organisation et notamment aux gens de la vidéo, parce qu'on en parle peu, mais ils permettent aux gens qui sont chez eux de voir ce qu'il se passe au niveau du conseil municipal et c'est intéressant pour la démocratie locale, justement. Merci.